principalement qu'on appelle communément le budget de l'association, c'est souvent le budget d'exploitation, mais on regardera également les notions de budget d'investissement et de trésorerie. On va voir ce que c'est et pourquoi c'est important de les regarder, de les traiter également. Euh, Lorsqu'on veut mettre en place un budget, il faut avoir une méthode structurée pour pouvoir le construire efficacement. Donc, on va regarder les 5 étapes que j'ai préparées pour construire le budget dans son association. Évidemment, dans des structures comme les vôtres qui sont assez variées, vous avez pour certains une association avec une activité unique, d'autres avec plusieurs types d'activités différentes, et peut-être que parmi vous, il y en a qui ont aussi une activité économique. On va faire un zoom rapide sur les adaptations qu'il faut faire lorsqu'on est face à des particularités de ce type-là. Et ensuite, on va regarder aussi le budget comme outil de pilotage et de dialogue, parce que évidemment, quand on fait un budget, ce n'est pas juste pour soi, c'est pour pouvoir piloter l'organisation, mais c'est aussi pour pouvoir discuter avec différents partenaires. Donc, on va voir comment on va s'appuyer sur ce budget pour piloter et pour dialoguer avec différents interlocuteurs. Alors, avant de rentrer dans le vif, je voudrais juste vous poser une petite question rapidement. Ça va permettre, donc, pour le point 4 de pouvoir que je puisse bien cibler et surtout organiser dans mon esprit le temps que je consacre à chaque partie. Euh, et si vous pouvez rapidement répondre dans le chat, quel est le profil de votre association? Est-ce que vous êtes plutôt une association qui est sur une seule activité euh, principale et qui fonctionne avec une seule activité principale, ou est-ce que vous êtes plutôt multi-projet, c'est-à-dire que vous avez différentes actions, vous avez des objectifs différents et variés que vous poursuivez. Et par exemple, lorsque vous répondez à des appels à projets sur des actions qui ne sont pas vos actions principales ou euh, habituelle de fonctionnement. Est-ce que vous avez également une activité économique ou pas? Donc, ça, c'est quelque chose que j'aimerais bien savoir. Si vous pouvez répondre dans le chat pour que je puisse avoir le panorama rapide et éventuellement, si vous ne savez pas, vous pouvez aussi le mettre pour que nous puissions avoir une vue globale de qui est autour de la table et pouvoir organiser la suite du webinaire en conséquence. Alors, à présent, nous avons 4B, nous avons 3A, 1C. On viendra voir 2B de plus, principalement du B. Donc, on a quand même un Comment, public très diversifié ce soir, donc c'est une bonne chose. On va di- pouvoir aborder comment quelques est-ce qu'on secteurs fait pour vous indiquer Vous cliquez AB? sur conversation tout en haut, normalement, vous avez une icône conversation. Et vous avez juste ensuite à mettre la lettre dans le chat. D'accord. Oui, ok. Euh, oui, mais on a très peu d'activités économiques, mais on a quand même un relatif équilibre, si j'ai bien suivi les votes que vous m'avez donnés, entre une seule activité et plusieurs actions ou projets différents. Donc, on va pouvoir aborder quand même le budget sous les 3 angles euh, que j'ai préparés. Donc, ça va être intéressant de pouvoir regarder ça. D'abord, avant qu'on aille plus loin, on va commencer par définir la notion de budget, qu'on se mette bien d'accord sur ce qu'on entend par budget. Le budget, il faut bien garder en tête que
le budget n'existe que par l'existence d'un projet. Donc, le budget, il va être exclusivement la matérialisation financière ou économique, pardon, de l'ensemble des projets que votre structure, votre association va porter. Donc, il n'y a pas de budget sans projet euh, dans le cadre de l'existence même de votre association. Si vous avez un projet ou des projets derrière, ça va se transformer en budget, puisque ce budget, son objectif, et je pense que ceux qui ont déjà fait des demandes de financement le savent, son objectif va être d'être un outil d'abord pour vous de pilotage, de gestion, puisqu'il va permettre, entre autres, de pouvoir identifier et chiffrer les ressources dont on a besoin pour pouvoir mener un projet, pour pouvoir mener une action donnée, mais aussi de pouvoir affecter les ressources de la manière la plus efficace possible, notamment lorsqu'on a plusieurs projets, donc affecter les ressources aux bons endroits. C'est un outil qui va vous permettre de, d'anticiper un certain nombre de situations au travers des différents scénarios, des scénarios budgétaires qu'on va pouvoir mettre en place. Donc, le budget, c'est vraiment un outil qui est là pour vous aider à organiser, à préparer la mise en œuvre de votre projet. Il faut bien faire la distinction quand on parle de budget entre le budget et la comptabilité. La comptabilité est un outil qui est indispensable dans toute organisation, qui est obligatoire dans toute organisation, mais il va avoir un inconvénient important, c'est qu'il va être un outil qui va vous aider constamment à regarder dans le passé. Donc, quand on fait de la comptabilité, ce qu'on fait principalement, c'est regarder ce qui s'est passé dans les mois ou les années passées. Donc, quand on va arrêter la compta, on va se dire, est-ce qu'on a été excédentaire sur l'année dernière ou déficitaire? Est-ce qu'on a de la trésorerie disponible? Mais tout ça, ça nous ramène à la situation du passé. À l'inverse, le budget, lui, il est là pour nous aider à planifier l'avenir. Donc, lorsqu'on décide de mettre en place un plan d'action pour pouvoir fonctionner sur l'année à venir, le budget, lui, va nous permettre de chiffrer, d'anticiper toutes les implications financières de ce projet-là pour l'avenir. Donc, on va être vraiment sur un outil qui va être résolument tourné vers le futur et qui va être là pour nous aider à fonctionner au quotidien au sein de notre organisation. Donc, le budget va avoir trois rôles clés. Il va jouer trois rôles clés dans sa mise en œuvre au sein de notre organisation. La première chose, ça va être d'anticiper. Donc, comme je disais tout à l'heure, anticiper les besoins et les différents besoins, les besoins RH, et par exemple, si on a besoin de recruter, il va nous permettre de pouvoir chiffrer le coût réel de ce besoin de recrutement. Si on a besoin d'acheter euh, différentes choses, différentes fournitures pour le fonctionnement au quotidien de l'organisation, il va nous permettre de pouvoir les chiffrer pour savoir de combien nous avons besoin concrètement pour pouvoir mener nos actions. Si on a besoin d'investir, par exemple, équiper les différents bureaux au sein de notre refuge, ou si on a besoin d'installer des étagères pour mettre différents éléments, si on investit, si on fait des travaux, on va faire des investissements et de la même manière, on va pouvoir les anticiper au travers du budget. Le deuxième rôle que le budget va avoir pour la structure, ça va être au travers de cette anticipation de traduire le projet en chiffres. Donc, on ne pourra pas construire le budget si on n'a pas une vision stratégique pour notre organisation.
on a besoin de savoir quel est le projet de l'organisation, quelle est sa mission principale, et si cette mission-là, elle se décline en une seule action à la fin, ou si elle va se décliner en plusieurs types d'actions, donc ce on appelle communément en milieu associatif des plans d'action. Donc, selon que cela se déploie en une seule action ou en plusieurs actions, on va traduire ce projet-là en plusieurs budgets qui vont se consolider ensuite pour donner le budget de l'organisation. Ensuite, le budget, il va avoir un troisième rôle qui va être très important, c'est un rôle, c'est une aide au dialogue. Alors, une aide au dialogue en interne d'abord, puisque c'est un outil qui va permettre, et souvent dans les statuts, on anticipe les choses en le précisant, c'est qu'on va indiquer par exemple que le conseil d'administration a pour mission de voter le budget de l'association, mais ça peut être également l'Assemblée générale selon comment on a articulé les choses dans ces statuts. On va également attribuer, par exemple, au trésorier la mission d'élaborer et de présenter le budget dans son association. Donc, automatiquement, en interne, le budget sera un outil de dialogue entre les différents acteurs de la gouvernance interne. Lorsqu'on a une gouvernance bénévole et une direction, le budget va être aussi un outil de dialogue entre cette gouvernance et cette direction, puisque au travers du budget, la gouvernance bénévole va donner des délégations d'action pour la direction salariée, donc va pouvoir transmettre un certain nombre de capacités d'action à la direction salariée. C'est aussi une indication en général pour les équipes salariées pour savoir ce que le conseil d'administration veut réaliser au cours de l'année à venir. Lorsqu'on vote un budget dans lequel on s'engage à réaliser un certain nombre de dépenses, on envoie aussi de ce fait-là le signal aux équipes sur le fait qu'on va on va mettre en œuvre tel projet parce qu'on prévoit dans notre budget une enveloppe financière pour pouvoir réaliser ce budget. De la même manière que c'est un outil de dialogue en interne, il va être aussi un outil de dialogue en externe. Pour ceux qui ont déjà monté des dossiers de financement, vous le savez, hormis les statuts de l'association, la première chose, le premier document qu'on vous demande lorsque vous présentez une demande de subvention, c'est le budget de l'association. Donc, ça va être le premier usage, le principal usage que vous allez avoir du budget vis-à-vis des organismes financiers, que ce soit dans le cadre des appels à projets ou des collectivités qui financent votre association. Systématiquement, le budget va être un outil parce qu'au travers du budget, ils vont pouvoir regarder globalement si d'abord la structure est bien gérée, est bien pilotée, si ensuite vos projets correspondent bien à ce qu'ils retrouvent au travers des chiffres et surtout s'il y a une cohérence entre le projet et sa matérialisation financière. Et c'est là où c'est très important et qu'on se retrouve vraiment la cohérence entre le projet et le budget et avoir donc revenir à cette notion que je définissais précédemment sur le fait que le budget est bien la matérialisation financière et économique de vos projets parce que effectivement ici, ce qu'on va attendre de vous, c'est d'avoir une cohérence entre le projet et les budgets que vous mettez en face de ces projets. À ce stade, est-ce que vous avez des questions? euh, Est-ce que des questions sont remontées dans le chat ou pas à ce stade-là? Ou est-ce Alors, que c'était des questions? Non, a priori, je ne vois pas de questions. Donc, n'hésitez pas, hein, si pendant mon propos, vous avez des questions à les mettre
dans le chat, déjà pour ne pas les oublier et surtout pour que nous puissions prendre le temps d'éclaircir s'il y a des points qui ne sont pas clairs dans mon propos. On avait une personne qui était en train d'écrire, Monsieur Chartier. N'hésitez pas aussi à prendre la parole, hein, si vous le souhaitez. Voilà, il dit merci, c'est très clair, Monsieur Chartier. Bon, très bien. OK. Donc, on va poursuivre pour l'instant. Et donc, n'hésitez pas dans la suite, si vous avez des questions, à les renseigner tout de suite. Donc, maintenant qu'on a compris globalement donc, pourquoi il faut un budget, pourquoi c'est important en tout cas de les construire, nous allons regarder les trois volets du budget associatif. Donc, comme vous pouvez le voir là déjà, donc les trois volets, ça va être le budget d'investissement, le budget d'exploitation et le budget de trésorerie. Alors, on va commencer d'abord par expliquer chacune de ces notions. Comme je l'expliquais précédemment, le budget, donc, c'est la matérialisation financière et économique de tous vos projets. Donc, à chaque fois que vous avez un projet, vous allez devoir définir quelles sont les ressources dont vous avez besoin pour pouvoir construire et pour pouvoir élaborer et construire le budget d'abord, mais c'est surtout pour pouvoir mettre en œuvre le projet en question. Donc, à partir du moment où vous avez un projet, vous avez une action, le premier objectif, c'est de savoir de quoi j'ai besoin pour réaliser l'action en question. Est-ce que j'ai besoin d'acheter des fournitures? Est-ce que j'ai besoin d'acheter, de recruter du salarié? Est-ce que j'ai besoin de mettre en place des étagères? Est-ce que j'ai besoin d'acheter un ordinateur? Tout ce dont vous avez besoin pour chaque projet, vous allez être amené à en faire une liste exhaustive pour pouvoir euh, les chiffrer de manière précise par la suite dans le budget. Et parmi toutes ces ressources dont vous avez besoin pour réaliser votre projet, vous allez avoir des choses qui vont être de la consommation du quotidien pour l'association. Donc, ça va être des fournitures euh, du quotidien. Ça va être, par exemple, des biens consommables. Ça peut être l'alimentaire pour les animaux. Ça va être tout ce qui va être consommable tout au long de l'année, donc qui vont contribuer à ce qu'on appelle donc le budget d'exploitation, puisqu'on va être ici sur des dépenses de l'activité courante. Donc, et le fait de recourir à du personnel en fait partie. Donc, tous ces éléments-là vont constituer ce qu'on appelle le budget d'exploitation. Mais en plus de ces dépenses courantes, vous allez avoir besoin peut-être aussi de faire quelques investissements, de construire peut-être, de faire des travaux, par exemple, dans votre refuge, ou d'installer des étagères, comme je disais tout à l'heure, ou d'acheter un ordinateur, d'acheter des bureaux, des tables, des chaises. Tout ça, ça va être plutôt des dépenses dites durables, c'est-à-dire des choses qui ne sont pas exclusivement consommables sur l'année, mais qui seront plutôt utiles pour une plus longue durée. Donc, ceux-là, on ne pourra pas les mettre dans ce qu'on appelle communément le budget d'exploitation, donc le budget habituel que vous connaissez. On va plutôt les prévoir dans ce qu'on appelle le budget d'investissement, puisque eux vont être soumis à ce qu'on appelle des amortissements sur la durée. C'est-à-dire que lorsque j'achète un ordinateur, l'ordinateur, il va être utilisable sur l'année, mais il va être utilisable aussi l'année d'après, puis l'année d'après. Donc, notre objectif, ce n'est pas d'imputer dans notre budget l'intégralité du coût de cet ordinateur-là, ce qui peut constituer une ligne importante en termes de fonctionnement courant, mais de le répartir en fait sur plusieurs années, parce qu'on va le considérer ici comme un investissement.
Donc, pour ces investissements-là, on va construire également ce qu'on appelle le budget d'investissement, dont le but ici va être de répertorier l'ensemble des investissements, donc de tous les investissements dont on a besoin pour réaliser le projet, donc les dépenses durables dont on a besoin pour réaliser le projet. Et toutes ces dépenses, toutes ces dépenses durables, on va, dans le budget d'investissement, mettre également en face la manière dont on souhaite les financer. Et c'est ça qui va constituer globalement le budget d'investissement. Alors, je vais revenir en détail puisque je vais vous montrer des exemples dans la suite. Donc, on va redétailler tout ça dans la foulée de l'explication préliminaire là, que je suis en train de faire. Euh, donc ça, c'est pour le budget d'investissement qui va avoir une structure qui va être semblable au budget d'exploitation, donc le budget que vous connaissez habituellement, hein, qu'on avait appelé principalement budget d'exploitation. Et ces deux-là, ensuite, vont alimenter ce qu'on appelle le budget de trésorerie. Alors, c'est quoi quelle va être la différence entre les deux autres budgets, le budget de trésorerie? C'est que sur le budget dit d'exploitation et le budget d'investissement, on va être plutôt sur les engagements de dépenses qu'on prend, que ce soit pour notre activité courante au quotidien ou pour les investissements plus durables, alors que le budget de trésorerie, lui, son objectif, c'est de nous permettre d'anticiper la situation de trésorerie de notre association. Donc ici, on va parler uniquement, exclusivement des entrées et des sorties de trésorerie. Donc, quand est-ce que l'argent va sortir? Quand est-ce que l'argent va rentrer? Je vais prendre des exemples concrets pour vous l'illustrer. On décide de faire des achats d'alimentation pour les animaux. L'achat d'alimentation, on prévoit pour 1 000 euros sur l'année. C'est un exemple, hein. Les budgets sont peut-être beaucoup plus importants que ceux-là sur l'exemple que je prends, mais c'est pour que vous compreniez l'idée. Dans le budget d'exploitation, on va anticiper par exemple le fait d'avoir 1 000 euros sur la ligne achat d'alimentation, mais ces 1 000 euros ne sortiront pas tous au même moment. Peut-être qu'on va sortir 200 euros pour faire des achats d'alimentation au mois de janvier, puis 200 euros au mois de mai, puis 400 euros au mois de septembre, et puis à nouveau 200 euros au mois de décembre. Donc, dans le budget d'exploitation, on va bien avoir 1 000 euros de sortie de trésor et de budget global pour l'alimentation. Par contre, on va pouvoir indiquer dans le budget de trésorerie à quel moment l'argent va sortir de notre compte bancaire globalement, avec pour idée de dire est-ce que à chaque moment où on va faire sortir de l'argent de notre compte, on a suffisamment de trésorerie pour pouvoir le faire vraiment ou pas. Parce que l'objectif pour nous, c'est d'avoir toujours de la trésorerie. C'est pas de dire on va dépenser 1 000 euros sur ci, 5 000 euros sur ça, et qu'au moment où on veut les sortir, on soit en manque de trésorerie parce que peut-être les subventions qu'on attend ne sont pas tombées au bon moment, pardon, que les subventions ne sont pas tombées au bon moment, que les cotisations ne sont pas tombées au bon moment, que les dons qu'on attendait ne sont pas tombés au bon moment. Donc, tout ça, on va pouvoir les anticiper en fait dans le budget de trésorerie et s'assurer que chaque projet qu'on a décidé de mener, que ces projets-là, on va pouvoir derrière les réaliser concrètement parce que nous allons avoir de la trésorerie disponible pour engager certaines dépenses. Donc, le budget de trésorerie va avoir cette fonction-là de garantir sur la durée que nous avons toujours de la trésorerie pour mener nos actions.
je vais essayer d'aller un peu plus loin à présent en vous présentant donc des modèles de chacun de ces budgets-là pour qu'on comprenne bien de quoi nous parlons. Le budget d'investissement, donc ici, dans ce modèle-là, j'espère qu'il est assez grand pour que vous puissiez le voir comme il faut sur vos écrans. Donc, dans le budget d'investissement, on va retrouver un peu tout ce va avoir comme en termes d'investissement, hein. Donc, il y a certains investissements qu'on appelle des immobilisations incorporelles. Alors, je ne vais pas m'attarder sur cette catégorie-là, même si potentiellement vous pourriez être concerné si jamais vous avez fait construire un logiciel pour le compte de votre refuge pour pouvoir gérer les activités du refuge. C'est quelque chose que vous pourriez avoir en investissement ici. Mais on va surtout s'attarder sur tout ce qui est achat immobilier, travaux et aménagement, matériel de bureau. On peut avoir aussi du mobilier de bureau. Donc, en fait, tout ce qui va être de l'ordre de la dépense durable, donc qui n'est pas juste pour être consommé au cours de l'année, mais qui va être utile sur 2, 3 ou plus années, on va les retrouver dans ce qu'on va appeler donc les investissements d'un côté. Et puisqu'on est dans un budget d'investissement, on va aussi prévoir dans ce budget d'investissement la manière dont on va financer ce budget, ces investissements. Donc, on va avoir ici un certain nombre un certain montant sur différentes lignes à financer. Et de l'autre côté, dans la partie financement des investissements, on va indiquer comment nous comptons le financer. Et les modes de financement sont évidemment multiples. Donc, on va avoir la possibilité de faire du financement en propre, c'est-à-dire que c'est nous-mêmes qui sortons l'argent pour financer nos investissements. On va avoir la possibilité de le faire par des dons. Donc, on peut avoir des personnes ou des entreprises éventuellement par du mécénat qui nous donnent de l'argent pour financer nos investissements. On va avoir une troisième catégorie possible qui va être les emprunts. Les emprunts ici, donc en gros, on va voir la banque, on lui dit on veut investir en faisant tel achat dans notre refuge. On a besoin que vous nous prêtiez de l'argent. Donc la banque va vous prêter de l'argent à un certain taux pour une certaine durée. Donc on va pouvoir indiquer. On va avoir un autre type de financement que vous allez pouvoir actionner aussi, c'est les subventions. Alors, ici, quand je parle de subventions, je ne parle pas de subventions d'exploitation, donc les subventions habituelles pour financer un projet ou vos actions au quotidien. On va parler ici des subventions dites d'investissement. Ce sont des subventions qui sont dédiées uniquement à des investissements, donc qui sont fléchées directement par le financeur, souvent les collectivités qui ont des enveloppes de subventions d'investissement, qui vont flécher directement par rapport à un devis, par rapport à une facture ou différents documents qu'ils vont vous demander de leur fournir. Ils vont flécher directement la subvention à l'investissement en question. Ça veut dire que vous ne pourrez pas utiliser cet argent pour faire autre chose que pour cet investissement-là. Donc, lorsque vous avez identifié les différents moyens pour financer vos investissements, l'objectif, évidemment, ici, c'est d'avoir un total de ressources, donc de moyens de financement qui soit égal aux besoins de financement que nous avons identifié de l'autre côté. Donc, ça, c'est globalement le budget d'investissement, comment il se présente et surtout à quoi il sert et comment on peut le financer. Est-ce que à ce stade, vous avez des questions? Oui, Je vais jeter un œil dans le... bonsoir. J'ai écrit une question dans le chat. En fait, pour nous, et je pense comme toutes les autres assos, les dons et les subventions sont très aléatoires. Autant nos fonds propres, bon, on sait ce qu'on a.
Les emprunts, bon, on peut savoir. Mais les dons, et quand on fait un budget, bon, on met un budget don ou legs, mais on peut se tromper dans un sens comme dans un autre. On ne le maîtrise pas du tout. Enfin, nous, on reçoit directement, on ne dépend pas de la Confédération. Donc nous, c'est en fonction des héritages qu'on reçoit. Mais ce que je constate, c'est que c'est très, très aléatoire. Donc il y a des années on a de très bonnes surprises et d'autres pas. Et donc on est obligé d'utiliser sur les fonds propres qu'on avait utilisés, nos réserves, pour arriver à l'équilibre. Mais donc du coup, notre budget est complètement faux. Alors, je vais avoir une bonne nouvelle pour vous, c'est que c'est une très bonne chose si votre budget est faux. Oui. Non, parce que sur le principe, un budget juste, ça n'existe pas. Euh, Avec le budget, c'est la matérialisation de votre projet à un instant T. Et forcément, votre projet est appelé à vivre, à évoluer. Donc, il est tout à fait possible qu'un budget que vous avez décidé à un instant T, à T plus 3 heures, à T plus 5 jours, à T plus 2 mois, que ce budget ne soit plus du tout le même parce que votre projet a évolué. Et c'est là où on va arriver sur la quatrième partie ou la dernière partie que j'ai prévu d'aborder, la question du suivi budgétaire. C'est-à-dire qu'on ne fait pas juste un budget au début d'année pour le mettre dans un tiroir. Le but du budget, c'est effectivement de pouvoir le suivre, de le faire vivre avec le Mais projet, puisque c'est la matérialisation du projet. Mais je reviens au début de votre question, qui était sur la question du don. oui. Donc, effectivement, sur cette question-là, et comme sur tous les financements d'ailleurs, euh, vous avez forcément cette incertitude et toutes les associations ont cette incertitude au début de l'année, c'est qu'elles ne savent pas euh, quel est le niveau de subvention ou les niveaux de dons qui vont être perçus. Et à ce titre, on va appliquer un principe de gestion que- que- euh, qui est essentiel à utiliser en fait quand on fait le budget, c'est que à partir du moment où on sait qu'on va avoir potentiellement une dépense, on va maximiser en fait les lignes de dépenses, c'est-à-dire qu'on ne va pas mettre dans le budget une ligne de dépenses au minimum en espérant vraiment être au minimum. Si on a une hésitation avec une fourchette basse et une fourchette haute, en termes de dépenses, on va plutôt aller regarder la fourchette haute de la dépense. Par contre, sur les recettes, donc, et qui va inclure principalement ici les subventions, les dons, on va être plutôt sur la minimisation au maximum des recettes qui entrent. Parce que notre but, c'est pas de faire croire qu'on va atteindre peut-être 10 000 € de dons ou 20 000 € de dons pour en arriver à 10 000, à 1 000 à la fin. Notre objectif à nous, ça va être de dire, on espère avoir 1 000 € de dons, mais si on arrive à 10 000, ça va être super. Donc, on va plutôt partir sur 10 000 et ensuite, on va faire tout pour aller au-delà de ça. Et c'est là où on va pouvoir dire qu'on a bien géré ou qu'on a mal géré parce on est parti sur un objectif le plus réaliste possible pour pouvoir ensuite travailler et essayer de maximiser cet objectif-là pour arriver à quelque chose de plus intéressant pour l'association. Je ne sais pas, j'espère que j'ai répondu à la question. Si ce n'est pas le cas, il faut me Alors, le reformuler. peut-être qu'on a un cas différent des autres, mais je ne pense pas. Nous, nos dépenses d'exploitation sont supérieures à nos recettes d'exploitation. Donc, nos recettes, on est refuge et fourrière. On a donc des recettes. Les fourrières, c'est assez prévisible. Les refuges, c'est tout ce qui est adoption, abandon, etc. C'est assez prévisible. Les cotisations, etc., c'est assez prévisible. Mais donc, on a un déficit chronique de à peu près 200 000 € par an. Donc, il est comblé que par les dons et les subventions. Les subventions, bon, on travaille pour en avoir, on n'en a pas beaucoup pour l'instant, mais les dons, on peut en avoir parfois beaucoup et d'autres pas. Et c'est là mon problème, parce qu'en fait, pour équilibrer le budget,
je suis obligée de mettre des dons. Autrement, je suis en déséquilibre. J'ai trop de dépenses. Voilà. Et je pense que c'est tout le monde pareil. Et si on n'a pas les dons, si on n'a pas la générosité du public, en fait, on n'est pas à l'équilibre. Donc, quand je crée mon budget, je mets ce chiffre. Moi, c'est en général 250 000 euros, 250 000 euros, pour atteindre l'équilibre. Mais je ne sais jamais si je vais l'atteindre, puisque c'est quand même très aléatoire. Et heureusement, donc il y a des années on est en déficit, parce qu'on n'a pas eu ces legs, mais on avait ce que j'appelle un trésor de guerre des précédentes années où on a accumulé des réserves. Et donc, on peut équilibrer en puisant sur nos anciennes ressources. Mais pour moi, ce qui est très difficile, c'est ça, c'est ce côté aléatoire des legs et des dons. Et je pense, est-ce que les autres ont la même chose? Alors, je vois que quelqu'un a inscrit dans le chat qui rencontre effectivement la même chose que vous. Mais en fait, ce que vous décrivez va même au-delà de la question du budget. C'est que aujourd'hui, de ce que je comprends, hein, vous avez un déficit. Chronique. Moi, je dis que c'est un déficit Oui, voilà. chronique. C'est Mais ce que structurel. moi C'est un j'appellerais déficit plutôt structurel. structurel, voilà. C'est Voilà. structurel puisque vous avez, de par votre activité, euh, un certain nombre de dépenses qui sont incompressibles Oui. et que vous n'arrivez pas à financer par des ressources qui sont Stable, récurrentes et prévisible. qui On peut va que dire que vous, voilà, les et, ressources et que vous puissiez stables ne anticiper le compensent coût pas futur. les frais. Voilà. Donc, vous êtes dans une situation de déficit structurel, mais Voilà. aujourd'hui, est-ce que vous êtes en capacité de faire autrement, sachant que les dons, effectivement, mais par principe, les dons sont aléatoires. Vous ne pouvez pas, les personnes qui vont vous faire les dons ne peuvent pas vous dire d'avance, on va vous Non. donner tant à la fin de l'année. Donc, vous ne pouvez pas le savoir. Les subventions, c'est pareil, les collectivités vont avoir du mal à vous dire d'avance, on va vous donner tant. Et quand bien même certaines structures réussissent à avoir des conventions pluriannuelles, même à ce niveau-là, le montant qui est promis, qui est annoncé dans les conventions, peut être amputé de 15 Exactement. à 25%. Donc, On peut forcément, perdre des clients, on peut même perdre vous des n'avez clients, on peut perdre pas, des contrats de fourrière. Ça arrive. voilà. Donc, forcément, vous allez avoir de l'incertitude dessus. Et là, on sort un peu du cadre du budget pur dans ses modalités de construction. Mais là-dessus, Et je pense le que vrai c'est la problème pour problématique de moi tous les est refuges. En fait, si vous lisez, c'est la problématique qu'on a tous. Euh, et c'est pour ça que moi, j'étais hyper intéressée par votre formation parce que c'est particulier comme budget. J'ai déjà fait des budgets en entreprise et là, j'ai trouvé qu'en association, c'est particulier. Enfin, en refuge animalier. Enfin, oui. Mais la solution dans ce déséquilibre-là, c'est soit réussir à compresser ce qui semble difficilement facile à compresser d'un côté et essayer de trouver des ressources un peu plus stables. Mais je suppose que vous avez déjà tenté beaucoup de choses là-dessus pour pouvoir revenir à cet équilibre-là. Mais par contre, quand vous dites à peu près 200 000 euros de déficit structurel chaque année, sur est-ce 1,6 que c'est million. déjà arrivé? On a 1,6 Oui, est-ce million que c'est déjà arrivé sur des années où vous n'ayez pas trouvé de dons à la dernière minute pour compenser ce déséquilibre? Oui. Les 3 dernières années, alors maintenant, on a réduit le déficit parce qu'on a augmenté les recettes et on maîtrise bien nos dépenses. On a fait des choses, bon, je ne veux pas monopoliser le temps, mais bon, les 3 dernières années, on était en déficit. Mais comme on avait des réserves, heureusement, on a puisé sur nos réserves. Donc, je pense que cette année, on va être en positif parce qu'on a eu des legs importants, mais c'est un peu la loterie. Donc, même si on investit dans la com pour que les gens nous donnent, c'est quand même particulièrement aléatoire.
Donc, avec- de mon point de vue, comme ça, pour laisser aussi d'autres qui souhaitent prendre la parole éventuellement le faire, je dirais qu'il y a quand même un travail à faire d'un côté sur les différents coûts pour voir dans quelle mesure certains peuvent être ajustés, mais je suppose que vous avez déjà entamé quand même une réflexion là-dessus, puisque c'est une situation récurrente de ce que je comprends et de l'autre, faire la même chose sur les recettes et voir s'il y a d'autres pistes de recettes éventuellement que vous pourriez aller creuser un peu plus pour essayer d'amener un peu plus d'équilibre entre d'un côté les coûts que vous allez réussir à tirer un peu et de l'autre côté et les subventions ou d'autres types de produits que vous allez pouvoir faire monter. Je comprends aussi que vous avez une activité économique ainsi dans ce que vous m'avez dit. Oui, puisque Oui. enfin, moi, Donc, ce que j'entends de votre définition d'activité économique, comme on est fourrière, on a des clients, ce que j'appelle des clients, des communes, c'est ça. et on reçoit donc, Les gens que vous facturez. voilà. Mais ça peut être aussi aléatoire, c'est comme des clients parce qu'ils peuvent arrêter. Tout à fait. Est-ce que d'autres avaient des questions? Alors, je jette un œil rapidement. Alors, on en avait eu une première de Cléa de la SPA de Grasse qui nous demandait quelle est la différence entre exploitation et trésorerie, surtout pour un refuge. Ah, alors, les notions d'exploitation et de trésorerie, alors j'ai essayé de l'expliquer rapidement tout à l'heure, mais je n'étais peut-être pas assez clair. Donc, quand on parle de budget d'exploitation, on parle de budget que vous faites habituellement, c'est-à-dire un état prévisionnel des recettes et des dépenses. Alors, quand j'entends par recettes ce qu'on appelle communément les produits en matière comptable, c'est-à-dire à la fois ce qui va être décaissable et non décaissable. Et je vais dire faire la même chose en parlant des charges. Donc, euh, on ne va pas parler uniquement des dépenses, donc ce qui fait sortir de l'argent de la caisse, mais également de toutes les dépenses qui ne font pas, des charges qui ne font pas forcément sortir de l'argent de la caisse. Notamment, on va parler des amortissements et des provisions. Donc, quand on parle de budget d'exploitation, c'est vraiment l'état prévisionnel des charges et des produits dont on parle. Ici, on est en train de parler d'engagement pris par l'association. Donc, je prévois de faire de faire des achats d'alimentation pour 10 000 euros au cours de l'année. Ça, c'est une dépense d'exploitation. Par contre, ces 10 000 euros-là, je vais les sortir de ma caisse, de ma banque, en 4 fois au cours de l'année. Donc, ça va être peut-être 2 000 euros une première fois, 3 000 euros une deuxième fois, puis 4 000 euros une troisième fois et 1 000 euros une dernière fois. Là, je suis en train de faire de la trésor, c'est-à-dire je fais je planifie à quel moment je vais faire sortir les 10 000, donc pas en une seule fois, mais en plusieurs fois, pour m'assurer que je ne vide pas ma caisse en fait en sortant les 10 000 d'un coup pour faire mes achats, mais je les répartis pardon, sur l'ensemble de l'année je les lisse en fait sur l'ensemble de l'année en termes d'engagement réel de la trésorerie et de l'argent pour faire cette dépense-là, pour m'assurer d'avoir toujours de l'argent sur mon compte bancaire. Donc, la trésorerie, c'est vraiment les encaissements et les décaissements d'argent du compte bancaire, alors que le budget, lui, on est vraiment sûr de combien je vais dépenser sur chacune de mes lignes au cours de l'année. Donc, c'est vraiment là la distinction entre les deux. Je ne sais pas si c'est un peu plus clair dans l'explication, si la personne Ah, peut prendre la parole éventuellement pour préciser s'il y a besoin. apparemment, Cléa nous dit qu'elle avait eu sa réponse.
Et Ok. après, tous les autres commentaires dans le chat rejoignent ce qui était dit tout à l'heure, que rien n'est prévisible. Oui, oui, alors rien n'est prévisible, mais en même temps, quand on est dans une situation de déficit structurel, il faut, il, il faut vraiment prendre le temps de regarder dans quelle mesure on peut réduire le niveau du déficit structurel le plus possible, parce que quand on parle de déficit structurel, on ne parle pas uniquement de la question budgétaire, on parle vraiment ici de la question du modèle socio-économique de votre structure. Et là, c'est beaucoup plus problématique parce que forcément, si le déficit structurel est élevé, alors, tant qu'on a des réserves, la question ne se pose pas trop. On peut toujours, on va jouer sur nos réserves pendant un certain temps. Par contre, lorsqu'on n'a plus de réserves ou lorsqu'on n'a pas de réserve, ça peut devenir problématique très vite parce qu'on va se retrouver en grande difficulté financière et potentiellement en cessation de paiement parce que le déficit structurel va créer naturellement un problème de trésorerie et le problème de trésorerie va entraîner la cessation de paiement et donc amener votre structure euh, malheureusement vers la faillite. Donc, il faut vraiment, si vous avez identifié que c'est un problème de déficit structurel que vous avez, il, il- il faut prendre vraiment les choses très au sérieux. Là, on n'est vraiment pas uniquement sur la question du budget, de la construction du budget, c'est vraiment la question du modèle économique qui se pose ici, où il faut aller le travailler, voir dans quelle mesure vous retrouvez un modèle économique qui est un peu plus équilibré et qui vous sorte de ce déficit structurel. Alors, je vais continuer dans les modèles des trois types de budget. Donc, on a parlé ici du budget d'investissement. Donc, le deuxième modèle, donc celui budget d'exploitation, c'est celui que la plupart des gens connaissent quand on parle de budget. Donc, c'est celui qu'on utilise souvent pour présenter les demandes de subvention. Ici, on va avoir d'un côté donc les charges et de l'autre côté les produits. Donc les charges, comme je l'ai brièvement expliqué à l'instant, Oh non, les mais t'es charges, chiant. donc on va retrouver dedans à la fois ce qu'on appelle les, les dépenses qui sont décaissables, mais on va aussi retrouver dedans les dépenses qui ne sont pas décaissables. euh, les amortissements dont je parlais tout à l'heure, donc qui peut être la répartition du coût des investissements, n'est pas décaissable et pourtant, ça fait partie des charges. Si on passe des provisions, notamment des provisions, quand on a des salariés, on passe souvent un certain nombre de provisions, provisions pour congés payés, provisions euh, pour départ à la retraite, si on a des salariés qui sont proches de la retraite. Ça, c'est aussi des provisions qu'on va retrouver, qui sont des charges qu'on va retrouver dans la partie personnelle, mais qui ne sont pas forcément tout de suite décaissables. Donc, on va avoir dans les charges à la fois des dépenses qui sont décaissables et des dépenses qui ne sont pas décaissables et il faut les prendre tous en compte. Et c'est ça qui va faire aussi la distinction entre ce budget d'exploitation et le budget de trésorerie par la suite. Donc, on a les différentes catégories de budget, de charges qu'on retrouve ici. On a les achats, donc c'est tout ce qui va être de l'ordre du consommable au quotidien. Donc, c'est ici que vous allez retrouver tout ce qui est électricité, eau, gaz, achat de papier, l'alimentaire, tout ce qui est consommable, on va les retrouver dans la catégorie achat ici. Dans la catégorie services extérieurs, ici, on retrouve souvent tout ce qui est prestation qu'on paye, donc des services externes qu'on va payer. Donc, on va retrouver la location. Donc, si vous louez, par exemple,
les locaux de votre refuge, on va le retrouver la location ici. Entretien, réparation, les contrats de maintenance, on va les retrouver là. Le contrat d'assurance, de la documentation. Donc, si vous avez de la documentation, on va les retrouver également ici. Ensuite, on a une autre catégorie sur les autres services extérieurs. Donc ici, on a rémunération intermédiaire et honoraire. Donc ici, si par exemple, ben, vous avez un cabinet d'experts comptables qui intervient pour vous sur la comptabilité, ou si vous êtes plus gros avec un commissaire aux comptes, les honoraires, on va les retrouver ici. Si vous faites appel souvent à de l'intérim, on va le retrouver également à cet endroit-là. Ensuite, si vous faites de la publicité ou vous payez pour des choses sur les réseaux sociaux, des publicités sur les réseaux sociaux, on va les retrouver ici. Alors, les notes de frais, donc les frais de mission déplacement, si vous, euh, si vous arrivez de rembourser les frais pour les bénévoles qui interviennent au sein de votre refuge, vous allez pouvoir les rentrer également dans cette partie-là. Et ensuite, on va retrouver également ici tout ce qui est frais téléphoniques, frais de connexion Internet ou autres. Si vous payez des impôts et taxes, notamment si vous avez beaucoup de salariés, que vous payez la taxe sur les salaires, par exemple, on va retrouver cette taxe dans cette catégorie-là d'impôts et taxes. Les charges de personnel, donc pour ceux qui ont du personnel, on va retrouver ça dans la catégorie 64 ici. Et puis, on va avoir les autres charges de gestion courante qui sont en général les charges qu'on n'a pas su catégoriser dans toutes les autres et qu'on va retrouver ici. Un peu plus bas, on a les charges financières qui sont les charges liées à notre compte bancaire. Hein. Si on a des agios qu'on paye, on va retrouver ça là. Et des charges exceptionnelles qui sont souvent des charges qui ne sont pas liées à l'exercice comptable ou qui sont vraiment exceptionnelles pour notre activité, c'est-à-dire n'ont pas de lien direct avec le projet associatif, mais que vous avez dû assumer. Et dans ce cas-là, ça va arriver dans ce qu'on appelle les charges exceptionnelles. Je ne reviens pas sur les dotations et amortissements. Donc, tout ça, ça va découler naturellement de la construction de votre budget en vous posant les bonnes questions sur de quoi j'ai besoin pour mener la mission de mon association. À partir du moment où vous vous êtes posé les bonnes questions, vous allez identifier toutes les lignes qui sont nécessaires à financer et c'est ces lignes-là qui vont vous amener ensuite à identifier dans quelle catégorie vous allez mettre les dépenses qui sont nécessaires. Est-ce qu'il y a de nouvelles questions qui sont arrivées? Peut-être. Pas de nouvelles questions sur cette partie. OK. Alors, troisième type de budget, donc le budget de trésorerie dont je vous ai reparlé donc, tout à l'heure. Donc, lui, sa présentation est assez simple. Hein. L'idéal, c'est de le présenter mois par mois. Donc, et de mettre ben, tout simplement d'un côté les encaissements de l'association, donc tout ce qui va entraîner des encaissements pour nous, et un peu plus bas, tout ce qui va entraîner des décaissements pour nous. Donc ici, on va mettre vraiment à quel moment on fait rentrer de l'argent et à quel moment on va faire sortir de l'argent. Donc si j'ai prévu d'obtenir une subvention de 50 000 par exemple, et que 50% de la subvention est versée au mois d'avril et que l'autre 50% est versé au mois de décembre, je vais mettre 50% le mois 4 et 50% le mois 12 ici. L'idée ici étant d'avoir à la fin le total qui va représenter le montant total que j'ai mis dans mon budget d'exploitation au-dessus.
Je vais faire un rapide retour en arrière parce que je ne vous ai pas présenté les produits, la partie produit du budget d'exploitation. Euh, donc, je vais revenir rapidement dessus. Donc, dans le budget d'exploitation, j'ai parlé des charges, mais on a également les produits. Donc, les produits, c'est tout ce qui est prestation de service ici. Donc, cette partie-là, où tout ce que vous facturez, on va les retrouver dans cette catégorie. Ensuite, on a les subventions, alors avec plusieurs possibilités, subventions État, région, les communes, les départements, les communes, et éventuellement d'autres types de financements qui peuvent venir de différents organismes de l'État. Si vous répondez également à des appels à projets, et avec des fondations privées, comme la Fondation de France, par exemple, ou la Fondation Brigitte Bardot, ou des choses comme ça, vous allez pouvoir également les mettre euh, dans la partie qui est juste ici. Si vous avez des dons, legs, mécénats, on va les retrouver dans la partie tout en bas ici. On va les retrouver dans cette partie-là aussi. Et ensuite, on a des produits financiers, des produits exceptionnels qui sont dans la même logique que les charges financières, les charges exceptionnelles dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, on va retrouver euh, euh, tous ces produits-là qui sont censés donc faire l'équilibre avec euh, les charges de l'autre côté. Donc, pour refaire le lien avec le budget de trésorerie que j'ai commencé à vous présenter, donc le budget de trésorerie, lui, donc on va retrouver par rapport à la subvention, indique, si on indique qu'on va obtenir une subvention de 50 000 euros dans notre budget ici, par exemple, de la part du conseil régional, sur la ligne conseil régional, dans le budget de trésorerie, on va pouvoir dire à quel moment précisément on va encaisser cette subvention de 50 000. Donc, on va mettre 25 000 par exemple le mois 4 et 25 000 le mois 12, donc en avril et en décembre. Et le total fera bien les 50 000 qu'on a prévus dans notre budget. Si on prend un autre exemple, ben, on va prendre l'exemple sur les salariés. Sur les salariés, supposons qu'on verse un salaire brut de 2 000 euros par mois. Euh, on va retrouver donc dans notre budget d'exploitation sur rémunération du personnel 2 000 euros fois 12, ça fait 24 000. Par contre, quand on va revenir dans le budget de trésorerie ici, ce qui va nous intéresser, c'est combien on sort à chaque fois. Donc ici, on ne retrouvera pas les 2 000 euros de salaire brut. Ce qu'on va retrouver, c'est d'une part les salaires nets qu'on verse aux salariés et le mois suivant, on va retrouver dans ce budget de trésorerie les cotisations que nous versons qui vont être le regroupement entre les charges salariales et les charges patronales que l'on verse en une fois, mais seulement le mois suivant. Puisque ici, en termes de trésor, la rémunération, et pour la rémunération, on a un décalage de versement entre le salaire net et de l'autre côté, et de l'autre partie de la composante de la rémunération qui sont les charges. Donc, on va avoir ce décalage-là qui va se faire. Donc, dans le budget d'exploitation, on va avoir, par exemple, 2 000 ici et peut-être 1 000 euros en dessous pour l'ensemble des charges. Donc, au total de 3 000 ici multiplié par 12 mois, bien entendu, hein, puisque le budget va être sur 12 mois. Donc, on va avoir 3 000 fois 12 ou 36 000 au total. Mais pour chaque mois, on est censé avoir plus, 2000 plus 1000. Mais ici, on ne retrouvera pas ça de cette façon-là. On va retrouver juste un salaire net ici, sur la ligne salaire employé.
Et juste en dessous, on va retrouver la partie des cotisations, mais qui sera en décalage. En l'occurrence, sur le premier mois de l'année, par exemple, les cotisations qu'on va avoir, et le montant qu'on va avoir dans la ligne cotisation ici, donc les charges sociales ici, ça va être plutôt les charges sociales du mois précédent, donc de décembre de l'année d'avant. C'est ça qu'on décaisse en janvier. D'ailleurs, pour ceux qui ont des salariés, vous le vivez là, puisque les salaires qui ont été payés en décembre, c'est seulement au mois de janvier là, donc de la semaine dernière, et pour certains jusqu'au 15 janvier, où vous allez devoir payer les cotisations du mois de décembre. Donc, sur cette partie-là, quand on prévoit, on monte son budget de trésorerie, on va être amené à tenir compte de tous ces décalages de paiement qui vont nous permettre d'anticiper le plus précisément possible à quel moment potentiellement on risque d'avoir une trésorerie qui va être négative. Parce que l'enjeu du budget de trésorerie, bien entendu, c'est que vous puissiez, à la fin de chaque mois, en regardant les encaissements prévisionnels et les décaissements prévisionnels, vous dire, est-ce que ici, nous sommes toujours au vert ou pas? C'est-à-dire, est-ce que le solde est toujours supérieur à zéro ou est-ce qu'il devient inférieur à zéro à un moment ou à un autre de l'année? Et cela va signifier que nous devons anticiper notre, le fait que notre budget et notre trésorerie va passer à moins de zéro, donc que nous allons être à découvert potentiellement. Et donc, il faut que nous anticipions en sollicitant, par exemple, nos financeurs pour qu'ils nous versent peut-être des subventions un peu plus tôt, ou alors l'inverse, voir dans quelle mesure on décale le décaissement de certaines factures un peu plus tard pour ne pas se retrouver dans une situation où on n'est pas en capacité d'honorer nos engagements financiers. Donc, le but du budget de trésorerie, c'est vraiment celui-ci, in fine, c'est vraiment arriver à anticiper la situation de trésorerie suffisamment à l'avance pour ne pas se retrouver dans une situation délicate de trésorerie. Et c'est donc la conjonction des deux autres budgets qui va amener à celui-là, puisque si j'ai des investissements ici, avec des financements en face, je vais pouvoir organiser le moment où j'encaisse éventuellement, par exemple, le prêt lié à l'achat d'un investissement ou la subvention liée à l'achat d'un investissement avec le moment où je vais l'acheter et donc je vais sortir à nouveau cet argent-là. Je vais pouvoir l'orchestrer en me basant sur mon budget de trésorerie pour ne pas me retrouver en difficulté de trésorerie. Alors, c'est évidemment quelque chose de très important puisque différentes études ont montré que plus de 54% des associations, de manière générale, alors je ne connais pas la situation spécifique, j'ai pas vu d'études spécifiques par rapport au refuge, mais de manière générale, 54% des associations sont quand même en difficulté de trésorerie souvent et notamment pour la plupart parce qu'elles ne pilotent pas leur trésorerie comme il faudrait. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas négliger parce que si demain vous êtes en difficulté de trésorerie, vous n'êtes pas à l'abri qu'un de vos partenaires, un de vos fournisseurs vous déclare en cessation de paiement et vous envoie directement devant le greffe du tribunal pour dire que vous n'êtes pas en capacité d'honorer vos engagements et qu'il y a une procédure de redressement qui se déclenche à l'encontre de votre structure. Donc, c'est vraiment important de piloter cette question de trésorerie et de vous assurer que vous avez toujours la trésorerie pour mener vos projets, surtout de pouvoir anticiper les moments où il faut faire un peu plus attention avant d'engager des dépenses. Je fais une pause rapide pour voir s'il y a des questions.
Alors, on a juste Michel qui nous demande s'il sera possible qu'on leur partage un modèle de budget de trésorerie. Alors, le modèle que je viens de vous présenter, je vais le joindre aux ressources à la fin pour que vous puissiez l'avoir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Dans le chat, non, mais n'hésitez pas à prendre la parole si vous le souhaitez, hein. Vous pouvez désactiver vos micros et parler directement. Sinon, je pense qu'on peut continuer. Sinon, on continue. Ok. N'hésitez pas, en tout cas, s'il y a un point qui n'est pas clair que vous souhaitez que je clarifie, n'hésitez pas à me le dire pour que je revienne dessus. On est là pour ça. Juste pour m'assurer que les notions de dépenses d'investissement ou de dépenses courantes, que ce sont des notions qui sont assez claires. On va faire quelque chose, on va faire un test rapidement. L'achat d'un véhicule pour le refuge, pour vous, est-ce que c'est quelque chose qui doit aller dans le budget d'investissement ou dans le budget d'exploitation? Alors, vous répondez A ou B dans le chat, tout simplement. Donc, achat d'un véhicule pour le refuge, est-ce que c'est de l'investissement ou est-ce que c'est de l'exploitation? On est assez d'accord, hein, c'est bien ça, c'est de l'investissement. Quand on parle d'achat de véhicules, on est sur quelque chose qui va servir sur plusieurs années. Donc, automatiquement, on va avoir un investissement, une dépense durable, donc qu'on va pouvoir inscrire dans le budget d'investissement. Et dans ce cas-là, on va aller rechercher également du financement en face pour pouvoir l'acheter et que ça coûte le moins possible aux finances de l'association. Donc, soit en empruntant, soit en sollicitant des subventions d'investissement pour pouvoir engager la dépense. Ensuite, nourriture pour les animaux. Donc, investissement ou exploitation. Donc, nous sommes d'accord. Donc, ici également, on est sur, donc, ici, on est sur de l'exploitation. Donc, ça, c'est de l'alimentaire qu'on va retrouver dans la catégorie des achats euh, au niveau du budget d'exploitation, dans la catégorie des 60. Alors, subvention reçue en avril, mais dépensée dès février. Dans quel budget on va retrouver une information de ce type? Donc là, ça va être le choix entre investissement, exploitation ou trésorerie. Donc, vous l'avez compris, c'est bien de la trésorerie. Donc, c'est dans la trésorerie qu'on va retrouver euh, effectivement l'information que la subvention a été reçue en avril, mais que dès le mois de février, on a commencé par dépenser déjà par rapport au projet auquel il est associé et que donc on a dépensé avant que l'argent entre. Alors, c'est quelque chose qui est évidemment habituel, hein, puisque il est assez courant que l'on ait engagé des dépenses sur certains projets avant d'avoir eu le premier versement de la subvention correspondante. Bien entendu, l'idéal, lorsque c'est possible, lorsqu'on n'est pas pressé par un calendrier spécifique, c'est d'attendre de toucher la subvention avant d'enclencher les dépenses, mais ce n'est pas toujours possible selon la nature du projet que l'on porte. Donc,
il faut réussir simplement à trouver le bon équilibre pour que le fait d'engager la dépense avant ne mette pas la structure en difficulté de trésorerie pour par la suite. Les travaux d'agrandissement, est-ce que c'est de l'investissement de l'investissement de l'exploitation ou de la trésorerie? Donc oui, nous sommes d'accord, on est sur des travaux donc qui vont être de l'investissement. C'est une dépense durable ici aussi. Et enfin, embauche d'un agent animalier saisonnier, est-ce que c'est de l'investissement, de l'exploitation ou de la trésorerie? Donc, effectivement, réponse B, donc de l'exploitation ici aussi. Donc, globalement, vous avez saisi l'idée, il y a bien trois types de budgets. L'idéal, c'est vraiment de réaliser les trois. Alors, sur les trois, il y a le budget d'investissement que vous allez faire selon le nombre d'investissements que vous avez prévu d'engager au cours de l'année ou des 2 ou 3 années qui viennent. Ça va vous prendre plus ou moins de temps pour en faire le suivi. Le budget d'exploitation, ça, c'est votre budget du quotidien, celui qu'il faut suivre, parce que c'est lui qui va le plus bouger selon la manière dont votre projet bouge et forcément selon la nature des projets que vous portez. Et ensuite, il y a le budget de trésorerie qui, lui, va bouger pratiquement de la même manière que le budget d'exploitation. Et là, c'est pareil, il faut le suivre régulièrement. Il ne doit pas être fait juste et être mis ensuite dans un tiroir pour attendre l'année prochaine. C'est vraiment l'outil de gestion, vos outils de gestion, lorsque vous les mettez en place et que vous les suivez, ils vont guider beaucoup de décisions dans votre structure parce que une fois encore, c'est la matérialisation financière de votre projet et c'est l'outil qui va vous dire ce projet, on peut le mener ou on ne peut pas le mener ou on le repousse pour plus tard, ainsi de suite. Donc, c'est vraiment l'outil qu'il faut garder et qu'il faut utiliser le plus régulièrement possible. Pour le réaliser, on va, on va passer globalement 5 étapes euh, de, 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 de mise en œuvre hein, pour arriver à ce budget-là. Étape numéro 1, c'est regarder ce qu'on a d'existant précédemment et le projet que nous avons pour l'avenir. Étape numéro 2, définir les différentes hypothèses. Étape numéro 3, on va ventiler les charges et les produits, donc selon les besoins qu'on a identifiés au travers des différentes hypothèses. Ensuite, on va vérifier la cohérence et l'équilibre. Donc, vous l'avez compris hein, dans la discussion que nous avons eue tout à l'heure, la nécessité qu'il y ait de la cohérence et surtout qu'il y ait de l'équilibre dans le budget. Le, le but n'est pas forcément d'arriver à zéro, même si les financeurs disent qu'il faut avoir un budget à zéro. Et gardez bien en tête que si vous avez un budget à zéro du premier coup, soit vous faites de la magie, soit vous êtes vraiment euh, expert en projet associatif parce que c'est quasiment impossible d'arriver avec un budget à zéro en ayant tout prévu exactement comme il faut. Donc, le but, c'est pas vraiment d'arriver à zéro, mais c'est de vous assurer tout simplement que vos ressources vont vous permettre de réaliser votre projet, donc de voir où se trouvent les équilibres et être le plus proche possible de zéro lorsque on fait la différence entre d'un côté les charges et de l'autre côté les produits. Et évidemment, la dernière étape, ça va être de valider le budget, ensuite d'en faire le suivi. On va décortiquer toutes ces étapes-là euh, une par une. Étape numéro 1, donc, analyser l'existant. Donc ici, pour le budget, c'est vraiment quelque chose qui est indispensable pour vous. Hop.
C'est vraiment quelque chose qui va être indispensable. On va commencer par regarder comment les choses se sont passées l'année d'avant. Est-ce, est-ce que le projet que nous voulons mener l'année prochaine, c'est le même projet que l'année précédente? Est-ce que les engagements les types de financement que nous avions l'année dernière, on en a certains qui sont récurrents et qui vont revenir l'année prochaine? Est-ce que nous avons vécu des situations spécifiques particulières qui n'étaient pas prévues l'année d'avant et qui potentiellement risquent de se reproduire l'année prochaine? Est-ce qu'on a une tendance à la hausse de certaines situations qui vont entraîner des hausses de dépenses, par exemple hausse des admissions, hausse des soins? On doit regarder ce qui s'est passé dans notre activité au cours de l'année écoulée et se poser la question de la manière dont elles vont se reproduire éventuellement l'année prochaine. Si on a déjà des indications sur le fait que certains vont se reproduire, forcément, on va les prendre en compte. Ils n'étaient pas dans le budget de l'année d'avant, mais ils seront dans le budget de l'année suivante, puisque on les aura identifiés précisément et on aura vu qu'effectivement, ces choses-là vont se reproduire et vont avoir une incidence sur notre budget. On va également regarder les projets que nous avons prévu de mener. Évidemment, la question ne se posera pas si je suis dans une structure qui est monoactivité. La revue elle va être assez rapide. Je sais quel est le projet de mon association, quelle action on mène au quotidien. C'est la même depuis toujours. Donc, on va pouvoir, avec une revue de l'année d'avant et les différentes variations qu'il y a eu, pouvoir se projeter très vite. Par contre, si je suis dans une structure multi-projet, les choses vont se présenter un peu différemment. Je vais devoir regarder tous mes projets un par un, les projets auxquels je renonce pour l'année prochaine, les nouveaux projets que je veux mettre en place, les nouvelles actions qu'on va réaliser. On va regarder tout ça et c'est la conjonction de tout ça qui va m'amener vers l'élaboration de mon budget. Et évidemment, si j'ai une activité économique également, je vais regarder est-ce que j'ai une tendance à la hausse sur mon activité économique? Est-ce que j'ai eu plus de clients? Est-ce qu'il y a de nouveaux services qui m'ont été demandés au cours de l'année que je pourrais éventuellement mettre en place pour aller chercher des revenus complémentaires pour ma structure? Toutes ces questions, on va se les poser à cette étape-là où on va analyser l'existant. Parce que c'est là où on va identifier ce qui fera le projet pour l'année prochaine et donc le budget pour l'année prochaine. Donc, c'est une étape indispensable et qu'il faut prendre le temps de réaliser sérieusement. Ensuite, à partir du moment où nous avons fait ce travail-là, on va pouvoir construire un certain nombre d'hypothèses. Les hypothèses sont là pour nous dire, OK, on a identifié telle situation sur cette année, on a identifié telle autre situation, quelle est la plus probable qui va se produire? À quelle proportion ça va se produire? Pour qu'on puisse ensuite chiffrer le mieux possible notre budget. Donc, si on a eu, par exemple, une hausse de nombre d'animaux accueillis, est-ce que cette hausse-là, qui est peut-être de 15%, on pense que ça va être la même tendance l'année prochaine? On va pouvoir se poser la question des hypothèses. Est-ce qu'on passe sur les mêmes types de progression ou la tendance en fin d'année était plutôt que ça a baissé et que de fait, il faut, il faut envisager une hausse plutôt modérée. La question de la rotation des bénévoles, on avait peut-être anticipé beaucoup de bénévoles l'année d'avant et la réalité a montré qu'on a eu moins de bénévoles que ce qu'on avait escompté, donc nécessité de recruter plus de personnes. Est-ce que cette tendance va se reproduire l'année prochaine? Parce que si elle se reproduit, forcément, ça va avoir une incidence sur mes charges de personnel. Donc, je vais me poser les bonnes questions à ce moment-là.
et voir quelle est l'hypothèse la plus probable à choisir pour monter mon budget. Ça va être la même chose sur les coûts moyens alimentaires. Ça va être la même chose sur l'évolution du SMIC, par exemple. Si on a beaucoup de salariés qui sont au SMIC et que le SMIC augmente, quelle est la tendance d'augmentation du SMIC et comment on l'anticipe dans notre budget? Si on a une convention collective, est-ce qu'il y a des discussions autour de la convention collective dans notre branche d'activité qui vont avoir une incidence sur les rémunérations, sur les primes, sur les différents avantages au personnel qui vont impacter directement notre budget. On va se poser la question à ce moment-là. On ne va pas attendre que ça nous tombe dessus pour nous rendre compte qu'il faut agir. Donc, toutes ces questions, on va se les poser au moment où on construit le budget, notamment ceux qui sont liés évidemment à la question du nombre d'animaux recueillis qui va être en ligne directement avec le personnel, puisque, sauf erreur, vous avez quand même des budgets avec la ligne rémunération qui compose un pourcentage assez élevé. Donc, vous allez être amené forcément à prendre en compte tous ces paramètres-là à cette étape pour choisir les bonnes hypothèses qui vont vous permettre ensuite d'élaborer le budget. Ensuite, on va arriver à l'étape numéro 3 et c'est là où, à partir de ces hypothèses, on va pouvoir ventiler les différentes charges. Ici, une fois encore, si on a un seul, euh, un seul projet, une seule action principale, la question ne se posera pas. On va aller ici sur, par rapport aux différentes hypothèses, on va chiffrer directement les charges, les produits qui sont associés. Si on a plusieurs projets, on va devoir faire le travail pour chaque projet pour être sûr de mettre pour chaque projet les bons chiffrages au niveau des charges et les bons chiffrages au niveau des produits. Sachant que lorsque vous faites des demandes de financement par projet ou vous répondez à des appels à projet, vous allez être obligé de toute façon de présenter les budgets par projet. Donc, ce travail que vous faites dès le départ va vous permettre ensuite de gagner énormément de temps lorsque vous répondez à des appels à projets ou que vous présentez des demandes de subvention par projet, d'avoir fait le travail de ventilation à cette étape numéro 3. Donc, on va pouvoir mettre pour chaque projet la masse salariale, les coûts de fonctionnement, les transports, donc selon les catégories que j'ai présentées dans le modèle tout à l'heure. Et de l'autre côté, on va avoir les produits qui sont associés. Donc, est-ce que le projet est financé par de la subvention, par des dons legs, par des adhésions, par des recettes d'activité lorsque c'est une activité économique et ou par du mécénat. Donc, on va pouvoir regarder tout ça en détail et les ventiler comme il faut. Juste pour que vous puissiez y voir plus clair, je vais vous montrer le schéma, schématiquement comment ce type de subvention se présente concrètement, ce type de montage de budget, pardon, de montage de budget, qu'on soit en monoprojet ou en multiprojet, se présente schématiquement. Hop, je vais changer l'écran partagé. Et... Alors, normalement, vous voyez mon écran avec une carte mentale. Voilà. Donc, lorsqu'on a un budget, on est dans une logique euh, monoprojet, c'est-à-dire que notre structure n'a qu'un projet sur toute l'année et va établir un budget simple pour son activité. Le principe est assez facile. C'est mon projet associatif, donc une mission. Pour cette mission, on va identifier les différentes ressources. Donc, on va identifier tous les besoins qu'on a pour pouvoir réaliser notre mission.
Et ces besoins-là vont se transformer en budget d'investissement, en budget d'exploitation et en budget de trésorerie. Et là, j'ai le budget de l'association. Ça, c'est la situation la plus simple lorsque on a un seul projet. Il n'y a pas de complications particulières dans ce cas de figure-là. En revanche, lorsqu'on est multi-projet, donc on va repartir du même socle, hein. On a le projet associatif. À l'intérieur du projet associatif, on a notre mission. Et derrière la mission, on va, euh, on va répartir notre mission en plusieurs objectifs ou en plusieurs projets différents pour pouvoir atteindre tous les objectifs prévus dans notre projet associatif. Donc ici, chaque objectif, chaque projet va être décliné en plusieurs actions. Pour chaque action, on va devoir élaborer son propre budget. Et ici, donc, on va se poser un certain nombre de questions clés qui vont aider à identifier de manière précise nos besoins. Donc, euh, ce que je préconise le plus souvent, c'est d'utiliser la méthode du QQOQCP. Je ne sais pas si vous connaissez. Le QQOQCP, c'est une technique d'interrogation qui permet de décortiquer un projet, une action donnée pour avoir tous les tenants et aboutissants de ce projet-là. Donc, le QQOQCP, c'est le quoi, qui, quand, comment, où, pourquoi. Donc, on se pose en fait un certain nombre de questions. Quand je dis quoi, par exemple, c'est se reposer la question du cœur du projet. Le qui, c'est pour qui je fais mon projet, avec qui je fais mon projet et qui pilote le projet. Alors, avec qui, c'est très important parce que si je travaille et je fais mon projet avec uniquement des bénévoles, je vais payer uniquement des frais de mission de déplacement pour mes bénévoles. En revanche, si, bon, moi, avec qui c'est des salariés, les salariés vont avoir un certain coût. Donc, il faut que je puisse les chiffrer dans mon budget de manière précise. Donc, le fait de poser ces questions-là va être important. La question du où va être important aussi. Mon action, si je réalise mon action dans mes locaux habituels, je vais mettre une quote-part de mon loyer ou de mes amortissements si je suis propriétaire. Par contre, si je suis obligé d'aller louer un autre espace exprès pour faire mon projet ou mon action, là, ça va avoir un coût beaucoup plus significatif et c'est important donc que je me pose la question au préalable. Le comment, c'est tout ce que va impliquer la mise en œuvre de mon projet qui va me permettre de savoir si j'ai d'autres types de dépenses. Est-ce que je dois louer des tables, des chaises? Si, est-ce que je dois aller acheter de l'alimentaire en plus? Est-ce que je dois faire un investissement particulier en plus? Et en fait, c'est tout ça qui va me permettre de déterminer de manière précise les besoins à financer qui vont ensuite, pour chaque action, se transformer en budget d'investissement, en budget d'exploitation ou en budget de trésorerie. Et donc, je vais avoir ici le budget de l'action 1 et ça va être la même chose pour toutes les actions en fait qu'on décide de mener. Donc, budget de l'action 1, de l'action 2 et c'est l'ensemble de tous les budgets qui va former le budget global. L'avantage de procéder ainsi, évidemment, lorsqu'on est multi-projet, c'est que si je dois je dois présenter une demande de subvention pour l'action numéro 1 qui est ici, j'ai déjà son budget qui est prêt à l'intérieur du budget global. Si je dois présenter une demande de subvention pour l'action numéro 3 qui est ici, ou je réponds à un appel à projet qui correspond à l'action numéro 3 qui est ici, je n'ai pas besoin de repasser du temps à construire son budget. Son budget, il existe déjà à l'intérieur de mon budget global. Sachant que, une fois encore, vous demandez des subventions, le financeur va vous demander le budget de l'action
et le budget global de votre structure. Donc, systématiquement, vous aurez à présenter les deux budgets. Et lorsque vous demandez une subvention qui n'est pas une subvention de fonctionnement, il vous sera systématiquement demandé le budget de l'action avec le budget global, et le fait de travailler votre budget dès le départ dans une logique de projet, d'action, va vous permettre de gagner énormément de temps le moment venu quand il faut présenter cette demande de subvention et les présenter. Donc ça, c'est le petit aparté rapide par rapport donc à cette question. Hop, je reviens donc à la slide initiale. Donc c'est le petit aparté rapide pour vous montrer les deux niveaux de mise en œuvre de l'élaboration du projet. Donc, quand on arrive à cette étape 3 là du projet où on va chiffrer les différents éléments, on va avoir vraiment besoin de décortiquer projet par projet les choses de manière à pouvoir avoir un budget qui est le proche possible de la réalité et surtout qui soit un outil support par la suite pour aller vers la recherche de financement. Donc, évidemment, lorsqu'on a chiffré tout ça, on va tester la cohérence de notre budget en se posant un certain nombre de questions. Est-ce que le total de mes recettes couvre le total des dépenses? Est-ce que la trésorerie permet d'absorber les différents décalages d'encaissement? Est-ce que au stade où j'en suis, il y a un reste à financer, c'est-à-dire j'ai trop de charges par rapport aux produits prévisionnels que j'ai mis dans mon budget, et auquel cas, quel est mon plan d'action pour aller chercher ces financements. Donc, dans le temps du test de cohérence et d'équilibre de notre budget, on va essayer de répondre à ces questions-là qui vont nous aider ensuite à faire les arbitrages qui s'imposent. Et on va arriver donc à la dernière étape. Lorsque j'ai fait tous les arbitrages et que le budget ressemble à ce que nous avons comme projet au sein de la structure, il va être présenté au conseil d'administration, il va être partagé avec les personnes qui sont concernées directement par le contenu de ce projet-là, de ce budget-là. Ensuite, on va mettre en place un plan d'action pour faire un suivi régulier du budget. Alors, selon la taille, selon les ressources que vous avez en interne, le suivi, il va être ou mensuel, ou trimestriel, ou semestriel. Ça dépend de la complexité du budget et de la volatilité de vos projets. Mais dans tous les cas, ce à quoi je vous exhorte, c'est de mettre en place un vrai plan d'action pour pouvoir faire du suivi budgétaire. Alors, est-ce qu'il y a des questions sur cette partie-là ou sur d'autres parties? Alors, on a Michel qui nous dit: notre association a une activité fourrière, une activité refuge et une activité pension. Est-il souhaitable d'établir 3 budgets séparés ou comment les différencier sur un même document? Alors, déjà, une chose est sûre. Vous devez établir les 3 budgets que j'ai évoqués tout à l'heure. Le budget d'investissement, le budget d'exploitation et le budget de trésorerie. Le budget d'investissement, vous pouvez faire un seul budget d'investissement pour l'ensemble des 3 activités, puisque globalement, vous allez utiliser les mêmes ressources pour l'ensemble. Donc, le budget d'investissement, un seul pour l'ensemble. En revanche, le budget d'exploitation, il faudra faire un budget pour chacune des activités, tout simplement parce que vous allez peut-être avoir des besoins différents en termes d'utilisation de ces budgets-là pour chacune de ces activités. Si pour l'activité fourrière, vous voulez demander une subvention spécifique, il va être important de pouvoir présenter le budget spécifique de l'activité fourrière. Si vous voulez faire
une demande par rapport à l'activité refuge, ça va être la même chose. Et si l'activité pension, est une activité économique, alors l'activité fourrière peut-être aussi est une activité économique, si je ne me trompe. Si l'activité pension éventuellement est une activité économique aussi, les finances publiques, en cas de contrôle, vont attendre de vous que vous puissiez fournir à la fois des budgets et des comptes qui sont distincts pour qu'ils puissent identifier le poids de ces activités-là et décider si vous êtes fiscalisable ou pas. Donc, ça va être important pour, en termes de budget d'exploitation, d'avoir un budget pour chacune des activités. Et ensuite, le budget de trésorerie, ça va être un budget unique pour votre structure. Il n'y a pas lieu de faire un budget trésorerie spécifique pour chacune des activités. Là, on est vraiment sur un budget pour la structure quand on parle du budget de trésorerie. Très bien, merci. Il y a une main levée, je crois. Oui, j'avais une question par rapport justement aux investissements. Nous, on est pareil que d'autres refuges. On a, on va dire, deux grosses activités, refuge et fourrière. Et on a prévu de faire de très gros investissements pour la fourrière, puisqu'on veut tout reconstruire. Donc, on parle de 1,5 million au moins d'investissement. Et notre comptable, justement, nous avait conseillé de faire un budget séparé parce qu'il y aura une incidence sûrement sur le tarif des conventions fourrières. On va devoir emprunter et c'était pour... si on va augmenter sûrement le tarif aux communes, justifié par le fait qu'on va refaire tous les bâtiments qui sont au profit des communes, en fait. Donc, c'était pour dire que parfois... Enfin, c'était le sens de ma question. Dans ces cas-là, il faut vraiment séparer pour pouvoir isoler. Et j'avais une deuxième question aussi sur, je pense que c'est pareil pour d'autres, nous, on mutualise des ressources. On n'a pas des salariés dédiés à la fourrière et dédiés au refuge. Donc, on a dû créer, on l'a fait cette année, une clé d'allocation pour séparer ce qui était fourrière de refuge en cas d'un contrôle. Et ça, c'était en fait aussi, je voulais qu'on parle de ça aujourd'hui parce que c'est quand même assez compliqué. Je voulais savoir si les autres le faisaient et si vous aviez eu des contrôles des communes et que vous étiez capable de montrer les deux budgets séparés. Est-ce que vous me permettez d'intervenir, Monsieur Coccioni, Oui, sur ce oui, sujet-là? oui, allez-y. Alors, ça fait partie des sujets que nous abordons dans le détail à la demande des associations lorsque notamment nous organisons nos rencontres régionales. On en a organisé 12 en 2025 et on va organiser un certain nombre en 2026. Et nous avons d'ailleurs pris la tâche de maître Erwan Sellier, qui est spécialisé en droit public, pour approfondir ce sujet qui concerne finalement la façon dont on doit traiter la comptabilité lorsqu'il y a une activité fourrière. C'est assez long de développer le sujet, mais en gros, le schéma est le suivant. Il faut distinguer selon que la DSP, la délégation de service public, qui vous est accordée pour l'activité de fourrière, englobe ou non l'activité de refuge. Ça, c'est un premier point qu'il faut regarder de près. Et quand vous dites nous avons fait des clés de répartition, je vous en félicite parce que c'est vraiment une précaution élémentaire. Ce qu'il faut retenir, c'est que de toute façon, parce que c'est un sujet de comptabilité publique, la délégation de service public emporte un attendu de transparence dans l'utilisation des fonds publics. C'est-à-dire que dès lors qu'une collectivité locale vous confie la mission d'exercer une mission de service public, à savoir la fourrière, et ou un refuge, elle peut à tout moment venir contrôler. Ce qu'elles font qu'exceptionnellement, parce que d'une part, c'est un sujet qu'elles connaissent assez mal, et d'autre part, parce qu'elles n'ont pas toujours les ressources dédiées au contrôle. Mais effectivement, vous avez grandement intérêt à séparer très clairement, que ce soit pour les budgets d'investissement ou les budgets d'exploitation, de cerner très précisément ce qui ressort de l'activité de fourrière et ce qui ressort de l'activité de refuge. Et le conseil que je peux vous donner, c'est de charger avec, alors je suis désolé,
j'espère que je ne serai pas trahi, mais c'est de charger avec l'aide de votre expert comptable le maximum les comptes de la fourrière. Et nous Oui, avons rédigé un closier, c'est-à-dire oui, une série de clauses qui vous permettent de renégocier le contrat de fourrière en fonction d'un certain nombre de missions que vous porteriez et qui n'étaient pas forcément prévues au contrat initial. Voilà, je ne vais pas plus loin parce que c'est un sujet très technique. Sachez qu'on a toute une méthodologie pour vous accompagner et nous avons négocié avec Maître Cellier des tarifs tout à fait adaptés pour que vous puissiez revisiter en profondeur vos contrats et les oui. renégocier avec la collectivité locale. Oui, c'est exactement ce qui m'intéresse parce que j'avais vu le document que vous avez envoyé, notamment sur la clause en cas de profit de le mettre dans le contrat. Donc ça, on l'a fait. Mais c'est pour ça aussi que je suis venue aujourd'hui parce que pour moi, c'est hyper important. Jusqu'à présent, on n'avait qu'un seul budget, on ne séparait pas. Donc on l'a fait cette année, l'exercice de séparer. Mais c'est vrai que moi, je cherche des conseils là-dessus sur comment aussi charger le côté fourrière, comment le justifier si on a un contrôle. Absolument. Et vous faites bien de prendre les devants parce qu'il faut savoir, et je ne voudrais pas prendre trop de votre temps, Monsieur Cochoni, excusez-moi, mais le préfet peut diligenter un contrôle, par exemple, n'est-ce pas? Ou la Cour régionale des comptes peut à un moment donné s'intéresser à votre sujet, simplement parce qu'une telle ou telle personne mal intentionnée aurait à un moment donné attiré l'attention de la Cour des comptes sur une supposée mauvaise gestion ou je ne sais quel autre acte Mm. répréhensible. Donc il faut vraiment se mettre en situation. Excusez-moi, votre refuge n'apparaît pas là dans Teams. De quel refuge êtes-vous? C'est la SPA de Bordeaux. Ok, d'accord. Écoutez, moi, ce que je vous propose, c'est que vous reveniez vers moi et de façon à ce que on puisse prendre des créneaux pour travailler ensemble. Je suis Oui. prêt à vous accompagner déjà sur le sujet et que, si vous le souhaitez, Maître Cellier prenne le relais si vraiment il devait y avoir des choses à... Voilà. Oui, merci. Je vous en prie. Excusez-moi, Monsieur Coccioni, mais c'est un sujet qui est important, ça, Non, pour les non, ben, vous associations. avez raison. Effectivement, alors, quand j'évoquais le fait de faire un budget d'investissement unique, c'est évidemment dans l'idée que il n'y avait pas d'usage spécifique comme pour le budget d'exploitation. Et par rapport au cas qui a été évoqué, c'est important de rappeler que c'est important effectivement d'avoir des budgets d'investissement aussi séparés quand il y a des enjeux de ce type-là et de pouvoir le préciser avec ce qui est déjà en place au sein de la défense de l'animal sur cette question pour que ben, vous qui êtes là ce soir puissiez le savoir et surtout bénéficier de l'accompagnement qui existe déjà sur la question euh, de manière plus efficace. Donc, c'est très bien. Donc, on en était ici. Donc, on en était à ce point-là où je vous exhortais donc à envisager un vrai plan d'action pour faire le suivi budgétaire le plus souvent possible, parce que évidemment, le budget est un outil pour vous de pilotage. Ce n'est pas seulement un tableau qu'il faut mettre en place en début d'année ou en fin d'année d'avant pour l'année d'après et ensuite le ranger dans un tiroir. C'est vraiment l'outil de pilotage par définition parce que, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, à l'inverse de la comptabilité, votre budget, c'est celui qui vous projette sur l'avenir. Donc, c'est lui qui va vous permettre d'anticiper différentes problématiques et de ne pas être pris au dépourvu lorsque certaines situations se présentent. C'est celui qui va vous permettre de décider plus sereinement aussi parce que vous auriez pris le temps d'anticiper certaines situations, certains cas, et de fait, lorsque ça se présente, vous allez pouvoir plus facilement prendre des décisions par rapport à ces situations-là, puisque vous avez déjà envisagé des solutions du fait d'avoir anticipé. Ça va vous permettre aussi de justifier un certain nombre de choix vis-à-vis des partenaires, vis-à-vis des pouvoirs publics, quand il s'agit de financement, et ça va vous aider
évidemment également à dialoguer avec ces mêmes financeurs, à leur expliquer ce que vous voulez faire, combien ça va coûter, pourquoi vous avez besoin d'eux pour vous accompagner. Donc, tout ça, c'est des éléments euh, auxquels ça va euh, auxquels ça va vous aider pour pouvoir travailler. Ici, je vous ai mis un tableau assez court, euh, mais pour visualiser la notion de suivi budgétaire, pour que vous compreniez euh, précisément de quoi il s'agit. Donc, il ne s'agit pas de faire forcément, après ça dépend de la taille de la structure, bien entendu, pour mettre en place des choses un peu plus adaptées. Mais dans un premier temps, l'objectif n'est pas de partir sur des tableaux Excel avec 50 onglets, c'est d'avoir un tableau simple où vous retrouvez votre budget, où vous allez indiquer au fil du temps quel est le montant qui a été réalisé dessus et surtout l'écart pour savoir si vous avez dépensé plus ou vous avez dépensé moins. Essayer de comprendre pourquoi il y a des écarts entre le réalisé et le budget, parce que c'est ça qui va être votre élément clé. Parce qu'une fois encore, comme on l'a dit précédemment, votre, la première étape du budget de l'année d'après, c'est ce qui s'est passé l'année d'avant. Et ce qui s'est passé l'année d'avant, vous allez le trouver dans ce tableau de suivi budgétaire, puisque lorsque vous mettez des commentaires dans votre tableau de suivi pour dire euh, euh, j'ai dépassé mon budget de temps parce que ceci, ou j'ai pas atteint le niveau qui était prévu parce que cela, ça va être des éléments qui vont vous aider à dire, est-ce que je repasse sur les mêmes prévisions l'année d'après? Est-ce que mon projet va me recoûter exactement la même chose l'année d'après? Ou est-ce que l'explication à mon écart est plutôt exceptionnelle et je reviens au montant que j'avais prévu l'année d'avant? Donc, ça va être vraiment l'outil qui va être au point de départ, en fait, de votre étape numéro un lorsque vous allez faire le budget de l'année d'après. Donc, faire le suivi de cette année, c'est déjà commencer le budget de l'année d'après et c'est vraiment important de le voir de cette façon-là et de le travailler de cette façon-là pour qu'il ne soit pas juste quelque chose que vous remplissez, qui vous prend un peu de temps et qui ne sert à rien, mais qui soit vraiment un outil de projection au-delà des mois qui suivent. Donc, nous arrivons au terme de ce webinaire. Je ne sais pas si sur ce dernier point, vous avez des questions spécifiques sur la question du suivi budgétaire. Est-ce Rien dans le que chat pour dans le l'instant. chat, OK. Surtout là, comme on est arrivé au bout, n'hésitez pas à prendre la parole directement si vous voulez poser une question. Ce sera beaucoup plus simple pour vous répondre rapidement ou sinon, on apportera la réponse évidemment plus tard. Alors, on a quelques personnes qui sont en train d'écrire, principalement des merci. Ben, merci à vous aussi, avant que vous vous déconnectiez, j'en profite. Merci à vous d'être venu à ce webinaire. On était 20 quand même présents. Donc, merci d'avoir été présent et de participer dans le chat en répondant à quelques questions et en posant aussi vos questions alors, dans le chat ou en direct. Donc, merci d'avoir été présent et d'avoir participé à ces 2 heures qui sont passées assez vite. Merci à vous, Monsieur Coccioni. Comme le rappelait Manon, n'hésitez pas à revenir vers nous pour les questions que vous souhaiteriez poser. Avant de nous quitter et de vous remercier, 2 informations qui concernent les prochains webinaires.
Le 12 février, même horaire, 18 h, nous accueillerons Irène Combre sur le sujet du deuil animal. Et le 26 mars, l'organisation ADEMA interviendra devant vous sur un thème particulièrement important, et je me permets d'attirer votre attention sur l'importance de ce thème: responsabilité civile et pénale du dirigeant. Un sujet pas suffisamment pris en compte dans le secteur associatif. C'est la raison pour laquelle nous l'avons programmé. Pour le reste, nous allons reprendre nos rencontres régionales. On va assez vite vous faire savoir le calendrier, nous sommes en train d'y travailler. Elles revêtiront cette année un format un peu plus interactif, un peu plus vivant. Voilà, nous améliorons l'exercice au fil de l'expérience. Je ne peux pas tout vous dévoiler, mais je pense qu'il y aura un scoop assez souvent, assez bientôt. Voilà, merci à tous, bonne soirée. Isabelle, n'hésitez pas à revenir vers moi pour les problèmes de fourrière, d'accord? Merci beaucoup. Au revoir. Bonsoir tout le monde.